Coucou les Wonders, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo YouTube et comme vous avez pu le voir dans les titres, on va se faire un petit update lecture, donc c'est parti. Alors pour commencer ce petit update lecture, je vais vous parler de la petite trilogie, enfin elle en a sorti plus, mais la trilogie qui concerne ce personnage. La trilogie qui a été écrite par Kiara Cass, donc avec la sélection, l'élite et l'élu. On va commencer par parler de la sélection, hein, forcément. Donc je vous lis le résumé, puis ensuite on en parle. 300 ans ont passé et les États-Unis ont sombré dans l'oubli. De leur ruine est née Iléa, une monarchie de caste. Mais un jeu de télé-réalité pourrait bien changer la donne. Elles sont 35 jeunes filles. La sélection s'annonce comme l'opportunité de leur vie. L'unique chance pour elles de troquer un destin misérable contre un monde de paillettes. L'unique occasion d'habiter dans un palais et de conquérir le cœur du prince Maxon, l'héritier du trône. Mais pour America Singer, cette sélection relève plutôt du cauchemar. Cela signifie renoncer à son amour interdit avec Aspen, un soldat de la caste inférieure. Quitter sa famille, entrer dans une compétition sans merci, vivre jour et nuit sous l'œil des caméras. Mais America rencontre le prince et tous les plans qu'elle avait échafaudés s'en trouvent bouleversés. Tout jeu comporte des règles et les règles sont faites pour être transgressées. Donc déjà, ce qui m'a donné envie de le lire, c'est déjà la couverture. Hein, je la trouve assez jolie, même si quand j'ai lu le résumé derrière, je me suis demandé si on n'avait pas un peu affaire à une sorte de bachelor de l'après-guerre. Donc, donc du coup, enfin de l'après-guerre, de l'après-troisième guerre mondiale, je crois que c'est la troisième guerre mondiale, ou la quatrième, dedans. Donc du coup, je vous raconte un peu ce que j'en ai pensé. Je me suis laissée entraîner par le récit dès les premières minutes de lecture en fait, donc j'ai pas réussi à m'arrêter, la preuve, j'ai pris les 3 tomes par la suite. Donc déjà ça c'est vraiment une lecture extrêmement facile quoi, vous n'allez pas vous prendre la tête en lisant, ça c'est sûr. L'histoire se passe donc à Iléa. Iléa c'est l'Amérique d'après 3e guerre mondiale, donc contre les Chinois. Et du coup, Iléa a été créée après ça, après que l'Amérique soit tombée en fait aux mains des Chinois. Comme indiqué derrière, c'est donc un système, une monarchie de castes qui a été mise en place. Donc il y a des castes 1 à 8. Donc 1 c'est la monarchie, 2 c'est l'élite, 3 c'est les riches, très très riches, 4 c'est les enseignants, etc. qui vivent correctement. 5 ce sont les artistes qui vivent correctement moins, on va dire. Il y a correctement plus et correctement moins. C'est plutôt correctement moins. Ils mangent pas forcément à leur faim tous les jours. Ensuite, il y a la caste 6. Là, ce sont les femmes de ménage, les personnes qui s'occupent de tondre la pelouse, etc. qui ne mangent pas du tout à leur faim tous les jours. Et la caste 7, qui s'apparente aussi un peu à la caste 8, où c'est vraiment les pauvres pauvres là. On rencontre America Singer, qui est donc dans la caste 5 et qui est une artiste, parce que la caste 5, ce sont les artistes. Et qui est amoureuse depuis 2 ans, qui est en couple depuis 2 ans avec Aspen, qui est dans la caste 6. Il faut savoir que c'est un amour caché, parce que c'est un amour un peu interdit, c'est très 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 mal vu. C'est hyper difficile de se marier entre différentes castes, donc du coup ils se cachent, ça fait 2 ans qu'ils se cachent pour vivre leur amour. Et un jour, America reçoit donc cette convocation à la sélection qui n'est pas obligatoire, hein, les filles ne sont pas obligées d'y répondre, c'est vraiment par choix. Et donc dans un premier temps, America fait le choix de ne pas y répondre puisque elle est amoureuse d'Aspen, donc pourquoi répondre à cette convocation à la sélection. Sauf que, et oui, Aspen la largue. Voilà. Comme ça, un soir, ça lui prend, il se rend compte après 2 ans de relation qu'il ne pourra jamais rien lui apporter de bon puisqu'il est dans la caste numéro 6 et donc il ne pourra jamais lui faire des repas, lui offrir, faire en sorte qu'il mange à leur faim tous les jours, etc. Donc du coup, il la quitte. Alors qu'est-ce qu'elle fait ? Elle se dit, puisque chaque jour à la sélection, ça offre une rente aux parents, je vais y aller, au moins mes parents auront un peu d'argent pendant tout le temps où je serai là-bas si je suis prise. Et évidemment, elle est prise, sinon il n'y aurait pas, d'histoire. Arrivée au château, forcément, elle est pas très bien. Elle fait une espèce de crise de, comment dirais-je,
de claustrophobie, entre guillemets, c'est-à-dire qu'elle est dans un grand château, mais qu'en même temps, elle se sent enfermée. Et du coup, à ce moment-là, elle rencontre Maxon, le prince Maxon, qui, le fait que America a un fort caractère et qu'à chaque fois, lui, il ne rencontre que des princesses ou des courtisanes, forcément, ça l'attire. Et c'est aussi ce qui nous plaît, hein, le caractère d'America, ça fait du bien à un personnage qui a beaucoup de caractère comme ça. Et donc on rencontre Maxon qui enlève en fait le côté un peu bachelor du truc parce que on a vraiment l'impression que c'est quelqu'un de bien et donc du coup c'est très agréable. Voilà, donc dans ce tome c'est plutôt une rencontre en fait des personnages, donc forcément c'est très, voilà, c'est intéressant, on voit un petit peu les côtés de chacun. Et dans ce tome il y a un petit rebondissement à la fin, fin milieu, il y a Aspen qui est embauché en tant que soldat au château. Donc du coup, non seulement il rentre directement dans la caste 3, je crois. Les soldats sont en caste 3. Et du coup, elle est toujours amoureuse de lui. Enfin, voilà. Donc du coup, c'est un peu difficile tout ça pour elle. Et on découvre également qu'il y a des renégats qui viennent attaquer le château. On ne sait pas pourquoi, on ne sait pas comment. On ne sait pas vraiment comment Iléa est née encore, etc. Donc du coup, c'est un tome qui laisse énormément de questions sans réponse. Et voilà, donc c'est ce qui m'a poussé à lire le tome 2 qui est ici, l'élite. Alors du coup, je vous lis le résumé et on en parle. La sélection de 35 candidates s'est réduite comme peau de chagrin, et désormais l'élite restante n'est plus composée que de 6 prétendantes. L'enjeu pour ces filles, convaincre le prince Maxon, le roi et la reine ses parents qu'elles sont les mieux à même de monter sur le trône d'Iléa, alors que 2 factions de rebelles veulent faire tomber la monarchie. Pour America Singer, demeurer au palais est encore plus compliqué. Ses sentiments envers Maxon viennent se heurter à l'amour qu'elle éprouve depuis l'enfance pour Aspen, garde royale qu'elle croise tous les jours dans les galeries, et à son sens aigu de la justice trop souvent déçu par les décisions royales. Entre intrigues de cour, dilemmes tragiques et loyauté divisée, America navigue à vue dans la tourmente, en quête d'un déclic qui changera à jamais le cours de sa vie. Donc du coup, ce tome-là est plutôt axé autour du triangle amoureux. On a des réponses quant aux renégats qui attaquent, mais pas encore grand-chose. Voilà, il y a plus d'attaques, mais on n'en apprend pas beaucoup plus dans ce tome. Un petit peu, mais pas énormément. Et du coup, voilà, il y a ce triangle amoureux. Il faut savoir que Maxon, dedans, n'est pas au courant que le soldat en question, qu'il croise aussi tous les jours, c'est Aspen, l'ex-fiancé, du coup, le premier amour d'America, puisqu'America lui a parlé de ce premier amour, lui a pas donné son prénom. Elle lui en parle à Maxon et lui dit que voilà, il lui a brisé le cœur, qu'il l'a laissé tomber. Et du coup, lui, il côtoie cet homme-là sans savoir que c'est lui tous les jours. Il lui fait confiance parce que c'est quelqu'un de la garde, etc., etc. Voilà. Par contre, dans ce tome, j'ai adoré Maxon. Vraiment, ça se voit que c'est quelqu'un, voilà, il a des vrais sentiments. Et ça se sent, ça se voit. Même si America s'en rend pas compte et que forcément on voit un peu les choses à travers son regard, mais nous, en tant que lecteur, en tant que personne omnisciente, on le sent quand même. Donc du coup, voilà. Et par contre, America, mais elle m'a déçue. Elle m'a saoulée, mais alors du début à la fin. C'est genre... elle tombe amoureuse de Maxon, il dit quelque chose qui lui plaît pas, hop, elle retourne vers Aspen. Aspen, elle est dans ses bras, etc. Il lui dit quelque chose qui lui plaît pas, hop, elle retourne vers Maxon, et ainsi de suite. Mais ça a été ça pendant toute la lecture. Du coup, elle m'a vraiment saoulée. Au bout d'un moment, t'as envie de la secouer, de lui foutre une baffe, lui dire, mais décide-toi, ma vieille, quoi. Que tu aies du mal à décider entre 2 hommes, d'accord, mais que tu joues avec chacun des 2 hommes, là, c'est lourd. Voilà. Donc c'est vrai que j'étais un peu, voilà, pour ce tome-là, elle m'a un peu gonflée, même si les autres personnages, bon, ils restent un peu égaux à eux-mêmes, et puis on découvre quand même son sens vraiment de la justice, etc. Elle se met à dos le roi, ce qui n'est pas terrible, même si le roi, franchement, c'est un... Comment dire? Même si je pense que n'importe qui aurait un sens à peu près aigu de la justice se mettrait à dos le roi, quoi. Voilà. Donc voilà pour ce tome-là. Donc j'ai voulu lire la suite parce qu'il fallait que je sache, en fait, par curiosité vraiment,
c'est pas pour la beauté de l'écriture, etc. C'est très facile à lire encore. Celui-ci, j'ai dû le lire en même pas, voilà, le temps d'une sieste des filles. Donc vraiment, c'est extrêmement facile à lire. Donc c'est vraiment par curiosité que j'ai voulu savoir la suite, savoir vraiment tout ce qu'il y a autour des renégats, ce qui va se passer, etc. Est-ce qu'enfin elle va mettre un petit peu de suspense, etc. Donc j'ai pris l'élu. Donc je vous lis encore le résumé. La sélection a bouleversé la vie de 35 jeunes filles. Déchirées entre amitié et rivalité, les 4 candidates encore en lice resteront liées par les épreuves qu'elles ont dû surmonter ensemble. Entre les intrigues amoureuses et celles de la cour, c'est une lutte de tous les instants pour demeurer fidèles à leurs idéaux. America n'aurait jamais pensé être si près de la couronne ni du cœur du prince Maxon. À quelques jours du terme de la compétition, tandis que l'insurrection fait rage aux portes du palais, l'heure du choix a sonné, car il ne doit en rester qu'une. Alors dans ce tome, j'ai préféré America, puisqu'elle a enfin fait son choix, même si elle a tendance à jouer un peu sur les deux tableaux, parce que elle a peur de se retrouver toute seule à la fin. Donc du coup, Maxon, c'est pareil, il joue sur plusieurs tableaux, il arrête pas de flirter avec des nanas, il m'a un peu saoulée, quoi. À partir du moment où t'es amoureux, t'as pas à te dire ouais mais il faut que je fasse ça. Enfin bon, après c'est le contexte, hein, c'est un prince, donc il a pas le choix, il faut qu'il trouve sa femme. Et c'est vrai qu'America, elle a tellement été oui non dans le tome 2 que je comprends qu'il se rapproche des autres pour s'offrir une porte de secours au cas où, quoi. Du coup c'est vrai que Maxon m'a un peu déçue dans ce tome là. America un peu moins, puisqu'elle avait fait son choix, donc c'est agréable. Elle continue à porter haut et fort ses valeurs. Donc ça c'est très agréable, on en apprend beaucoup plus quand même sur les renégats, etc. Sur comment Iléa est née, on voit exactement le vrai visage du roi. Donc ça c'est bien. Par contre, il y a des raccourcis. Mais pourquoi quoi, enfin, puis la fin, pourquoi cette fin, enfin, pourquoi c'est pas la fin qui me dérange, puisque la fin, voilà, c'est mais c'est le comment c'est emmené, quoi. Comment l'auteur, l'autrice, comme vous voulez, a pu faire utiliser cette choisir autant cette facilité et cette façon de faire les choses pour que ce soit telle fin qui soit mise dans ce livre, quoi. Dans ce livre, il y a également énormément de morts, beaucoup qui ne servent à rien. Voilà, on se demande un peu pourquoi elle les fait mourir, et d'autres qui sont utilisées pour que la fin soit plus facile, en fait. Donc du coup, c'est vrai que j'étais un peu déçue de ce troisième tome, parce que vraiment il y a il y a des choses qui sont laissées vraiment bâclées, quoi. Par exemple, elle nous montre un personnage, voilà, elle nous présente ce personnage qui rentre en interaction avec le personnage principal, avec America, etc. America la fait rentrer au château, puis après, voilà, on n'en entend plus parler, on ne sait pas ce qu'elle devient. Pourquoi nous avoir parlé autant de ce personnage pour voilà, le faire disparaître comme ça. C'est pourquoi certains morts, pourquoi choisir de tuer le personnage auquel je me suis attachée le plus dedans. Je vous dirai pas qui c'est, sinon c'est un spoil. Mais dedans, je me suis attachée à un personnage, et je pense que si jamais vous lisez ce tome-là, vous vous y attacherez aussi. C'est assez inattendu d'ailleurs. Puis il décide de le tuer, voilà. On se demande pourquoi. Enfin voilà, c'est... Donc c'est vrai que je suis un peu mitigée, quoi. La fin, voilà, c'était assez prévisible, mais la façon dont c'est emmené, c'est trop de facilité, quoi. Bon, bah voilà, on va faire ça, comme ça au moins après ils sont tranquilles, et puis voilà. Donc pareil, à un moment, il y a un autre personnage très proche de America qui décède, et pas une larme, pas rien, quoi. Enfin, voilà, donc c'est vrai qu'il y a plein de choses dans ce livre qui m'ont déplu. Il y a des choses que j'ai aimées, hein. Il y a eu beaucoup plus d'action que dans les autres livres, beaucoup plus d'attaques de renégats. On découvre des choses sur le passé de Maxon, sur ce qu'il vit avec son père, etc. Donc ça c'est très intéressant. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses bâclées et puis de facilité dans ce livre qui m'ont un peu déplu. Voilà. En résumé, pour la trilogie, bah, je vous conseille de la lire, elle est très facile à lire. Comme je dis, je la lisais pendant la sieste de mes filles et un petit peu le soir, et je l'ai lu en 2 jours, quoi. Donc vraiment très 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 rapide à lire. Je vous la conseille, c'est sympa, voilà, on passe un bon petit moment, c'est pas prise de tête, hein, vraiment. Ça c'est vraiment des livres à lire quand voilà, on est tranquille, et puis qu'on a envie de lire un petit truc sympa, bon, voilà. Donc on va passer au 4e livre, qui est un livre beaucoup moins joyeux, voilà, qui est un livre moins accessible peut-être pour certains,
mais c'est La voleuse de livres de Marcus Zusak. Alors je vous lis le résumé et puis ensuite on en parle. Leur heure venue, bien peu sont ceux qui peuvent échapper à la mort, et plus rares encore ceux qui réussissent à éveiller sa curiosité. Liesel Meminger y est parvenue. 3 fois cette fillette a croisé la mort, et 3 fois la mort s'est arrêtée. Est-ce son destin d'orpheline dans l'Allemagne nazie qui lui a valu cet intérêt? Ou sa force extraordinaire face aux événements? À moins que ce ne soit son secret, celui qui l'a aidé à survivre et a même inspiré à la mort ce joli surnom, la voleuse de livres. Donc vous l'aurez compris, Allemagne nazie égale pas du tout joyeux. Alors, dans ce livre, c'est la mort qui raconte l'histoire, c'est la mort la narratrice, et ça n'a absolument rien de glauque ou de morbide ou quoi que ce soit. La mort, voilà, elle fait son travail, recueille les âmes, voilà, point. Il n'y a pas de... Enfin, c'est pas malsain, quoi, voilà. Donc, l'histoire se passe en 1939, donc pendant la Seconde Guerre mondiale, en Allemagne. Liesel Menninger est emmenée par sa mère dans une famille nourricière, et pendant ce voyage, son petit frère meurt devant elle. C'est elle qui le retrouve mort. Et donc voilà comment on rencontre cette jeune fille, et voilà comment elle est amenée à voler son premier livre, puisqu'elle va le voler alors qu'on est en train d'enterrer son frère. Et c'est comme ça que la mort va dans un premier temps remarquer Liesel. On rencontre le personnage de Hans et Rosa Huberman. Ce sont les parents nourriciers en fait qui vont recueillir Liesel, qu'elle va finir par appeler papa et maman. Alors Hans, c'est un homme au grand cœur, vraiment. On le ressent dès les premières secondes où on le voit, et puis ensuite encore plus tout au long du livre. C'est vraiment quelqu'un de bien, et c'est lui qui va apprendre à lire à Liesel, parce que oui, elle a volé son premier livre sans savoir lire, et c'est vraiment ce qui va les rapprocher, et ce qui va faire qu'elle va l'appeler papa et qu'elle va l'aimer vraiment comme un père. Et Rosa, dedans, c'est une femme très vulgaire qui passe son temps à jurer. Du coup, c'est assez drôle, mais en même temps, elle a un cœur énorme, mais je pense qu'elle le cache pour se protéger derrière sa vulgarité. Et du coup, c'est vrai qu'on s'attache beaucoup à ces personnages. Ensuite, on rencontre également Rudy, qui va devenir le meilleur ami de Liesel, et qui est un petit garçon qui est fan en fait d'un coureur noir, je me souviens plus de son nom. Il est fan d'un coureur noir, et du coup il va être assez mal vu dans le quartier, puisque bah, chez les nazis c'est pas terrible, quoi, voilà. Donc voilà. Dans ce livre, l'auteur a fait un choix très intéressant, c'est que dès les premières pages, il nous dit qu'un des personnages du livre va mourir. Quel personnage? Et c'est vrai que quand on se dit ça, bah pourquoi tu nous le dis? Et puis en fait, non, on s'attache encore plus, et du coup, il y a une autre, je sais pas, il y a une autre atmosphère quand on lit, et qu'il y a des passages, surtout avec ce personnage, il y a une autre atmosphère voilà, qui se fait. Et du coup, c'était vraiment un choix, mais merveilleux, vraiment un beau choix de faire ça. Et voilà. Ensuite, l'histoire, c'est que les parents de Liesel vont recueillir Max, un boxeur juif, et vont le cacher. Et une vraie histoire d'amitié va naître entre Liesel et Max. Du coup, on va suivre énormément cette amitié dans le livre. Liesel va faire beaucoup de choses par rapport à Max, et du coup, bah, ça, voilà. Et il faut savoir que dans ce livre, tout est vraiment bien fait. La vision de l'auteur, par exemple, quand il explique que quand il va chercher une âme dans un bombardement qui a eu lieu en Allemagne, c'est pas la même chose que quand il va chercher une âme dans un camp, parce que dans le camp, bah, le juif n'avait pas la possibilité de se cacher, de se sauver, alors que pendant les bombardements, bon, ils avaient au moins la possibilité de se cacher, etc. Et je trouve que c'est beau de montrer ça comme ça. Parce qu'à chaque fois, je trouve que souvent dans les livres comme ça qui parlent de la Seconde Guerre mondiale, on a tendance un petit peu à montrer qu'il y a eu énormément aussi de morts chez les Allemands, etc. Alors que là, il le montre sans vous envoyer plein de trucs au visage. Il montre que bah, c'est quand même pas la même émotion, même pour la mort, d'aller chercher une âme dans un camp que sous un bombardement. Je pense qu'il faut que vous lisiez ce livre, parce que c'est un livre qui vous marque, c'est un chef-d'œuvre qui vous marque. C'est vraiment un livre qui va laisser une trace en vous. J'ai regardé le film après,
par curiosité. J'ai été déçue forcément par le film, parce qu'il y a des raccourcis qui me semblent tellement importants dans le livre qui sont enlevés dans le film, et puis il montre une autre vision des choses. Oui, donc il y a trop de raccourcis dans le film. Du coup c'est vrai que j'ai pas trop aimé le film, mais je vous conseille énormément de lire ce livre qui va vous marquer d'une façon ou d'une autre, je pense. On retourne dans quelque chose d'un petit peu plus gai, quoique. C'est Nevermore de Jessica Townsend. Alors je suis désolée si j'abîme son nom. Alors je vous lis ça. Morrigan Crow est née le jour du merveillon, ce qui signifie deux choses. 1. Elle est maudite. 2. Elle est condamnée à mourir à minuit le jour de ses 11 ans. Son cercueil l'attend. Elle est sauvée in extremis par un homme étrange qui l'emmène au royaume magique de Nevermore. J'ai adoré. Voilà, comme ça au moins c'est clair. Bon, bah merci, au revoir. Non, alors en fait, Morrigan est donc une enfant maudite. Et elle sait donc depuis toujours qu'elle va mourir le jour du merveillon. Merveillon qui est censé, d'après les calculs des savants, arriver le jour de ses 12 ans. Donc un an après qu'on découvre Morrigan dans le livre, elle est censée mourir. Sauf qu'un jour, la veille de ses 11 ans, elle demande à son père si elle peut l'accompagner à une sorte de foire aux bourses où il y a des mécènes qui offrent des bourses à des enfants méritants. Et à la surprise de tout le monde, Morrigan reçoit 3 offres, sauf que son père ne la laisse pas vraiment rencontrer ses mécènes. Elle en rencontre un parce qu'il déboule en disant qu'en fait c'est une vaste blague et que tout le monde a fait ça pour se moquer de lui. Puisqu'elle est maudite, elle ne peut pas recevoir. Donc être maudite, ça veut dire que la moindre chose qui arrive dans la région où Morrigan vit, c'est forcément à cause d'elle, parce que y a une pluie de grêle qui casse le toit d'un bâtiment, bah, c'est parce qu'elle a été dire qu'il faisait beau. Voilà, enfin, vous voyez ce genre de choses. Donc du coup, ils rentrent chez eux, et au moment de rentrer chez eux, bah, ils remarquent sur le grand cadran, en fait il y a un grand cadran au milieu de la ville qui annonce la venue du merveillon. Ils se rendent compte qu'en fait le merveillon a lieu demain, le jour de ses 11 ans. Donc au lieu de vivre encore un an, il ne lui reste qu'une journée à vivre. Au moment où la mort vient la chercher, on a Jupiter qui vient la sauver pour l'emmener, en fait, qui lui offre l'opportunité de devenir son apprenti. Et du coup, il l'emmène à Nevermore. Et là, on découvre un univers incroyable et des personnages tout aussi merveilleux. Et pour rester à Nevermore, Morrigan doit entrer dans une sorte d'école pour après faire partie en fait de la haute, entre guillemets, hein, la même école que Jupiter a fréquenté étant plus jeune. Et pour pouvoir rentrer dans cette école, elle doit passer des épreuves, et donc on la suit en fait dans toutes ces épreuves dans ce livre. Mais finalement, c'est moins l'histoire qui est intéressante là, puisque bon, que la découverte de cet univers. Donc ça, j'ai trouvé que c'était un roman plein d'humour. Vraiment, j'ai bien rigolé en le lisant. C'est donc plus l'univers qui nous transporte que l'histoire en elle-même. Même si du coup, là, il y a des petites questions qu'on se pose sur certains personnages, sur pourquoi, etc. Qui, je pense, nous seront dévoilées dans le tome 2 et peut-être le tome 3. Je ne sais pas combien ils comptent en faire. Donc j'ai hâte de lire la suite. Et mention spéciale quand même dans ce roman au chat géant qui s'appelle Fen, qui est antipathique, qui passe son temps à râler, mais qui est tellement gentil au fond de lui. Vraiment, je l'adore, ce chat, il est excellent. Vous verrez, et si jamais vous ne l'avez pas lu, lisez-le, il est facile à lire vraiment. J'ai pas mis longtemps à le lire non plus. Donc je vous le conseille, mais alors vraiment, j'ai passé un super moment à le lire. J'ai découvert des personnages et un univers, mais vraiment géniaux. Et bah, je vous le conseille, voilà, c'est tout ce que je peux en dire. Je n'ai pas envie de vous spoiler, donc voilà. Eh bien, j'espère que ce petit update lecture vous aura plu. Moi, j'ai adoré toutes mes lectures là, donc il faut savoir que j'ai mis très longtemps à filmer cette vidéo, puisqu'à chaque fois, il y a quelque chose qui m'empêchait, beaucoup les enfants, de filmer. Quand c'était pas les enfants, c'était le temps. Quand c'était pas le temps, c'était autre chose. Donc du coup, j'espère que ça vous aura plu. J'essaye de vous préparer un petit update lecture pour le mois prochain, je pense, puisque là, le mois d'avril, ça va être trop compliqué, donc plutôt au mois de mai. Je vous fais un très très gros bisou et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!